Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un tag d'auteur qui a déjà circulé il y a quelques années un peu partout dans la communauté Booktube et j'avais trop envie de la faire, donc tant pis si je suis vraiment en retard parce que c'est ma chaîne YouTube et que du coup je fais ce que je veux. C'est parti, ça s'appelle Origin Author Tag ou Author Origin Tag, plutôt ça. Je sais plus qui l'a lancé, ça date d'il y a super longtemps. Il y a 15 questions, donc on va se lancer tout de suite. Question 1, backstory. Quand et pourquoi as-tu commencé à écrire? Quel âge avais-tu? Et dans quel genre as-tu commencé à écrire? Alors moi, j'ai une très mauvaise mémoire, mais je crois que j'ai commencé à écrire à 13 ans, à peu près. Et j'ai tout simplement écrit parce que je voulais lire certaines choses que je ne trouvais pas. Et du coup, au lieu de chercher les livres à lire, j'ai décidé que j'allais tout simplement les écrire. Parce qu'on ne peut pas être déçu d'un livre qu'on lit si c'est nous-mêmes qui l'écrivons. C'est ce que je me disais, en tout cas, à ce moment-là. Et j'ai commencé par de la dark romance fantastique. Voilà, à 13 ans, je sais pas si c'est un très bon choix, mais il y avait Satan, il y avait ouais, le diable revenait souvent, de la magie très sombre, des trucs comme ça, et de l'amour, évidemment, toujours de l'amour dès le début. Question 2, protagoniste. Comment était ton premier personnage principal? Comment tes goûts ou tes muses ont évolué depuis? Alors moi, elle s'appelait Ruby, et c'était une fille complètement normale, qui se sentait juste pas à sa place, un peu comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde quand on est jeune. Et à un moment donné, elle a eu l'impression qu'elle brûlait de l'intérieur. Du coup, elle est allée à l'hôpital. Et c'est là où elle a commencé à vraiment cramer. Et elle est allée devant le miroir. Et en fait, elle avait changé. Ses cheveux étaient devenus rouges. Ses yeux étaient devenus rouges. Et elle avait des envies un peu machiavéliques. Et ses parents étaient très gentils, mais elle les a tués. Et en fait, c'était une méchante. C'était une antagoniste en réalité. Parce qu'elle a kidnappé un mec pour le forcer à filmer toutes les choses horribles qu'elle faisait pour faire sa propagande. Et puis elle allait kidnapper le fils du président. Voilà, elle allait juste le kidnapper avec ses super pouvoirs de feu. Et je crois qu'ils allaient tomber amoureux avec ce fils du président. Mais en fin de compte, je voulais qu'elle tombe amoureuse du caméraman parce qu'ils étaient tout le temps ensemble, parce qu'ils devaient la suivre partout. Ça n'avait pas de sens, mais j'ai trouvé ça super cool. Et comment ça a évolué depuis? Ben aujourd'hui, j'écris la même chose, sauf que c'est plus en mode enfantin maintenant, c'est plus de la new romance. C'est beaucoup plus adulte et cohérent. Et j'avoue que je n'ai pas réécrit de méchant vraiment de l'histoire depuis cette époque-là. Je sais pas pourquoi. Question 3. Antagoniste. Pire conseil ou commentaire que tu as reçu? À quoi ressemblait ton premier échec ou perte de confiance? Alors j'ai eu de la chance d'être plutôt bien entourée. Les gens ont toujours vu d'un bon oeil le fait que j'écrivais et je n'ai pas encore reçu de méchants commentaires. Je suis carrément pas assez connue pour ça. Et pour l'instant, je fais mon petit chemin de mon côté et personne ne vient me dire que c'est mal ou que ce que je fais est mal. Déjà parce que je ne fais lire mes textes à personne. Tant que mon texte ne sera pas parfaitement abouti à mes yeux, je ne le ferai lire à personne, tout simplement. Donc pas de mauvais commentaires. Parce que moi, mon gros problème, c'est que j'ai tendance à ne pas finir les livres que je commence et du coup, je passe d'une histoire à l'autre. Et à chaque fois, on m'a toujours fait des commentaires. Oui, mais t'es sûre que tu veux commencer un nouveau livre alors que t'as pas fini celui que t'étais en train de faire? Et en fait, je me le disais tellement déjà à moi-même et c'était tellement déjà un reproche que je me faisais à moi-même que ça me faisait du mal de l'entendre d'autres personnes en plus de l'entendre dans ma tête. Donc il y a eu juste ça qui m'a beaucoup dérangée. 4 super pouvoirs. Quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande force? Et voilà, qu'est-ce que c'est? Alors mon super pouvoir, c'est la création de livres. Parce que comme je vous ai dit, je suis passée d'un livre à l'autre encore et encore. Ça veut dire que j'ai créé des milliers de livres et qu'à chaque fois, je me suis un peu plus améliorée. J'ai compris encore un peu plus mon processus de création. Donc aujourd'hui, je peux créer un livre très très vite parce que je connais toutes les étapes qui fonctionnent pour moi. Et donc c'est très très facile de faire ça et je me suis beaucoup renseignée. Donc à force d'entendre et encore les mêmes conseils, je les ai incrustés en moi et je ne réalise même plus que j'ai ces conseils tellement c'est devenu naturel. J'aime aussi beaucoup faire des descriptions. Avant, j'aimais pas ça, mais depuis que j'ai compris le truc, c'est devenu mon truc.
Tout simplement relier ce que vous décrivez à votre personnage directement, ce qu'il ressent en voyant les choses autour de lui. Et dès que j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à adorer faire des descriptions. Question 5, kryptonite. La même question, mais cette fois, quelle est ta plus grande faiblesse? Moi, c'est l'écriture du premier jet. Autant l'imagination, j'adore, autant écrire, c'est très dur, je n'aime pas trop ça. Et peut-être la réécriture, puisque je n'ai pas encore vraiment fait de réécriture. Je suis en train d'en faire une en ce moment. Elle est un peu bancale. Je crois que je n'ai pas laissé assez de temps à mon livre pour reposer. Mais c'est mieux que le premier jet pour l'instant. Et aussi les dialogues, parce que j'aime tellement les dialogues que j'ai toujours peur d'en faire trop. Et au final, j'en fais pas assez. Question 6. Training montage. Quelles forces ou faiblesses ont évolué au fil du temps? Qu'as-tu fait pour améliorer ton travail? Déjà, j'ai regardé des vidéos YouTube. J'ai été là dans toute la période du début de Booktube. Les premiers qui étaient sur la plateforme, j'étais là pour le voir. J'ai vu les toutes premières vidéos de Christelle Le Bailly. J'étais là, number one, dès le début. J'ai regardé des tonnes et des tonnes de vidéos conseils, mais vraiment des milliers. Et je les ai notées dans mon carnet et je les ai apprises par cœur. Je les ai améliorées, je les ai mis en pratique encore et encore et encore. Et aussi, j'ai toujours eu confiance en moi en termes d'écriture. J'ai jamais douté qu'un jour je publierais un livre. J'ai jamais douté que j'écrivais bien. Bien et tout, bien étant bien sûr tout relatif. Par contre, j'ai douté en ma persévérance. À force d'échouer à écrire un premier jet, je me suis vraiment sentie nulle. Je me suis sentie incapable d'achever un projet, incapable de faire preuve de détermination, de persévérance sur le même projet trop longtemps. Et aujourd'hui, j'ai confiance en moi là-dessus parce que je suis restée 2 ans sur un projet et j'ai refusé de le lâcher tant que je ne l'avais pas terminé. Même si c'était dur, même si j'avais plus envie, même si j'avais d'autres idées. Et j'ai réussi. D'ailleurs, il y a un vlog sur ma chaîne, j'ai fini le premier jet de mon livre qui est sur que j'ai filmé. Voilà. Question 7. Weapon of choice. Quel programme as-tu utilisé tout au long de ton parcours et quel est ton préféré et pourquoi? Alors au tout début, j'écrivais dans un carnet. J'écrivais à la main sur papier pendant un bout de temps. Puis j'ai reçu mon premier ordinateur, un tout petit ordinateur blanc que j'ai gardé pendant des années et qui m'a accompagné partout parce qu'il était petit, on pouvait le mettre dans tous les sacs. Et c'était Word, OpenOffice, Word. Et c'est tout. Et après, j'écrivais en Comics sans MS, alors qu'avant, j'écrivais en Times New Roman. Et Comics sans MS m'aide beaucoup à écrire. Et à part ça, j'ai pas d'autres programmes. C'est tout. Alors, je peux écrire n'importe où. Ce n'est pas le programme qui compte. En tout cas pour moi. Question 8. Trusted Sidekick. Tous les Batman ont leur Robin. Quel est ton compagnon préféré pour câliner ou grignoter durant l'écriture et est-ce que ça a changé? Ah, bonne question. Moi, je pense que mon Robin, c'est mon petit frère à qui je raconte tout le temps, qui ne me juge jamais, qui ne s'intéresse absolument pas à l'écriture, mais qui fait semblant pour me faire plaisir. Et du coup, j'adore, je peux tout lui raconter, tout lui dire. Et il a été là pour tous mes livres abandonnés, tous mes nouveaux projets qui ne verront jamais jour, tous les livres que j'ai réussi. Il a été là du début à la fin et ça a toujours été la seule personne à qui je pouvais tout dire en termes d'écriture. Et ça, c'est très 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 précieux. J'ai aussi mon ami d'enfance qui écrit aussi, même s'il s'y met pas trop souvent. C'est un peu, il laisse souvent ça de côté. Mais il écrit de temps en temps et je l'ai pas mal aidé. Et en fait, ça permet qu'on écrive ensemble. Et ça, c'est cool d'écrire avec quelqu'un aussi. Donc voilà. Et sinon, il y a mon chat. Et sinon, il y a mon café. Je pense que le café est là à chaque fois que j'écris. Il est jamais aussi beau que celui-là. Mais à chaque fois que j'écris, il est là, il m'accompagne. Question 9. Zero to hero. Quand tu as commencé l'écriture, quel niveau de succès pensais-tu avoir? Est-ce que là où tu en es actuellement, tu es sur la voie de cet objectif? Comment ton rêve a évolué au fil des années? Alors moi, je n'ai jamais voulu devenir autrice. J'avais toujours un autre but professionnel dans la vie. Devenir fleuriste, devenir psychologue, etc. Mais l'écriture, par contre, a toujours fait partie de ma vie et j'ai toujours su que je publierais. Et aujourd'hui encore, j'en suis sûre, peu importe quand, même si je publie quand j'aurai 80 ans, je sais intrinsèquement qu'un jour ça arrivera. Je pensais par contre que ça arriverait plus tôt. Je pensais que ça arriverait dès ma majorité, que pouf, dès mes 18 ans, je me lancerais, je publierais un livre. Je pensais aussi me faire publier, finalement je vais m'auto-publier. Mais je suis du coup dans la voie de cet objectif, même si aujourd'hui j'aimerais bien devenir autrice.
c'est toujours très compliqué. Et je pense que j'aurais quand même un job alimentaire à côté. Et aujourd'hui, j'ai YouTube et Instagram, même si c'est un peu compliqué pour moi, les réseaux sociaux. Ça a toujours été très compliqué. J'essaye et ça m'aide beaucoup aussi. J'ai l'impression de progresser. Et j'avais toujours rêvé d'avoir une chaîne YouTube, mais je m'étais jamais lancée. Donc cet objectif est accompli. Yes! Question 10. Remember my name. Quels auteurs t'ont aidé à réaliser ton intérêt ou ta passion pour l'écriture? Quels livres t'ont aidé à façonner ton style d'écriture, ton genre de prédilection ou tes goûts? Alors j'avoue que je sais pas trop, j'ai une très mauvaise mémoire. Ce que je peux dire, c'est Twilight. Les films Twilight m'ont accompagnée toute mon adolescence. Je les regardais toutes les semaines, plusieurs fois par année. Je les regardais en boucle, on n'en pouvait plus, mes parents n'en pouvaient plus. Et un jour, j'ai lu les livres et c'était magnifique et incroyable. Et je pense que les livres Twilight restent ma référence en termes de plumes, de style. Je trouve extrêmement poétique, extrêmement complet comme écriture, très immersive et très mystique. Et c'est ce que je vise au terme du maximum de ma plume possible. Sinon, j'ai eu aussi Pouvoir obscur de Kelley Armstrong, qui m'a aidée finalement parce que c'était tout l'inverse de Twilight. Ce sont des petites phrases courtes qui vont droit à l'essentiel. Et je ne connaissais pas trop ce style avant. Et ça m'a énormément plu parce qu'au final, on ne s'embarrassait pas de fioritures et on allait directement dans le sujet. Et ça, c'était bien et ça m'a rassurée. Et je me suis dit, t'es pas obligé d'avoir une plume hyper complexe pour que ton livre soit impactant et puissant émotionnellement. Et ça m'a beaucoup rassurée. Et aujourd'hui, j'essaie de copier un peu ce style, de faire un mélange entre Twilight et Pouvoir obscur. Et il y a aussi, bizarrement, Witch and God de Liv Stone, très récemment. C'est une trilogie avec des dieux, etc. Et j'ai aimé le type de livre. Non pas la plume ou le style, parce que je m'en rappelle même plus, mais juste l'histoire. Le fait qu'il y ait tout un monde surnaturel. Oh, vous voyez pas, mais derrière, il y a du soleil. Waouh! C'est magnifique. Sur la neige, c'est splendide. C'est splendide. L'histoire, parce qu'il y a tout un truc de fantastique et une histoire d'amour. Et j'ai aimé le mélange fantastique et histoire d'amour, où j'avais toujours eu l'impression que c'était très compliqué d'allier les deux. Parce que je lisais des Jennifer L. Armentrout qui faisait des histoires fantastiques hyper complexes. Et là-dedans, elle intégrait une magnifique histoire d'amour. Et Witch and God m'a dit « Hey, relax, t'es pas obligé de faire une énorme histoire fantastique pour que ce soit intéressant. Reste simple, encore une fois. Si tu mets ton cœur et juste ce que tu veux y mettre, ça marchera aussi. » Donc voilà, il y a sûrement plein d'autres auteurs, mais j'y pense pas là tout de suite et ça me revient pas comme ça. Question 11. Marvel ou DC? La comparaison est dangereuse. Comment la comparaison entre dans ton parcours d'auteur et celui des autres? A-t-il démantelé ou aidé le tien? Un conseil pour surmonter cela? Alors moi non, j'ai jamais fait de comparaison avant récemment. La comparaison m'a toujours aidée parce que voir d'autres auteurs réussir, ça m'a toujours motivée à réussir moi aussi. Et sur YouTube, on voyait les gens galérer. Normalement, par exemple, Margot Desailles qui a passé presque 5 ans à écrire sa trilogie, je crois que c'est une trilogie, et qui aujourd'hui est publiée et c'est merveilleux. Ça donne de la motivation. Mais j'avoue que récemment, j'ai une youtubeuse que j'apprécie beaucoup, avec laquelle parfois je fais de la comparaison, notamment ses vlogs ou sa vie, sa façon d'écrire que j'admire, que j'ai toujours admiré et qui avant me motivait aussi énormément, m'inspirait énormément. Ça commençait à me faire du mal, à impacter ma confiance en moi et c'était pas bon et j'ai arrêté de la suivre. Alors, je suis toujours abonnée, je mets toujours des cœurs, parfois je poste des commentaires, mais je ne regarde plus la vidéo simplement pour me protéger parce que j'adore toujours autant cette youtubeuse et je veux continuer de la soutenir, mais je voulais aussi protéger ma confiance tout simplement. Et je pense que c'est mon conseil en termes de comparaison. Si vous sentez que ça commence à vous faire du mal, il faut parfois arrêter de suivre cette personne, de regarder cette personne parce que ça vaut pas la peine.
Et un autre conseil qui est complètement inverse, suivez plein de youtubeuses, de livres ou de bouquins, d'insta, d'autrices, et vous verrez qu'on a tous notre rythme d'écriture, qu'on a tous des faiblesses et des qualités différentes. Et ça aide beaucoup de savoir que notre force est la faiblesse de quelqu'un et qu'on a tous des défauts et des épreuves à surmonter. Question 12. The Obligatory Love Interest. En repensant à tes premiers projets, quel genre as-tu appris à aimer ou à détester? J'ai rien appris. Pour moi, j'aimais la dark romance, j'aime encore la dark romance, j'aimais l'amour, j'aime toujours l'amour. J'ai toujours été passionnée par les histoires avec des fantômes et aujourd'hui, j'adore les fantômes. J'écris des fantômes, je lis des fantômes. Un truc que j'ai appris à aimer, c'est les amours alternatifs, entre guillemets, c'est-à-dire pas le homme-femme. J'ai eu toute une période d'adolescence où c'était que homme-femme, homme-femme. Et ça commençait à devenir agaçant. Et du coup, j'ai commencé à tester la MM, donc 2 hommes ensemble. J'ai pas trouvé beaucoup de FF qui me tentaient beaucoup, malheureusement. Et aussi les amours à plusieurs, type White Shoes, les amours à 3, genre polyamour, etc. Tous ces trucs, ça m'intéresse de plus en plus parce que je tends vers plus en plus de complexité relationnelle. J'aime les discussions, j'aime les conflits, j'aime la communication, apprendre comment on vit ensemble, comment on commence à créer un couple, comment on forme une relation. Et ça, oui, ça a beaucoup augmenté aussi du temps et j'aime de plus en plus ça. Donc tout ce qui est homme-femme, j'en lis beaucoup moins qu'avant. Le surnaturel aussi, j'ai beaucoup appris à aimer d'autres histoires sans le surnaturel et que de l'amour. Mais sinon, mes goûts n'ont pas tellement évolué. Question 13. Arc Némésis. Excuses que tu te donnes à toi-même et qui t'aident ou te font perdre confiance. Alors qu'est-ce qui m'aide? La certitude absolue que je réussirai. Peu importe ce que réussir veut dire pour vous ou pour moi, je réussirai à publier un livre, à écrire un livre, peut-être à faire une séance de dédicace. J'arriverai à... J'ai eu des périodes où j'y croyais un peu moins, mais au fond de moi, j'y ai toujours cru. Et c'est peut-être parce que c'est un peu comme de la visualisation. Au lieu de dire si je publie un jour ou si j'écris un livre un jour, j'ai toujours dit dans ma tête et à voix haute quand je publierai, quand j'aurai écrit un livre. Parce que ça a toujours été acté, ça a toujours été un fait pour moi. Question 14. Superhero name. Quand tu as commencé, as-tu pensé à utiliser un nom de plume? Pourquoi? Ou pourquoi oui, pourquoi non, quel nom de plume, etc. Je n'ai jamais de toute ma vie pensé à publier sous mon vrai nom. Jamais. Pourquoi? Parce que mon nom de famille, je le trouve pas très beau. Enfin, je l'aime beaucoup, hein, j'en suis très fière, mais en termes de nom de plume, je trouve ça pas du tout musical. Du coup, j'ai toujours songé à utiliser un nom de plume et il a toujours changé au fil du temps. Celui que j'ai le plus songé à avoir, c'était Lilou Sallington. Lilou, c'était le nom de ma poupée. Vous savez, ces poupées un peu baby born quand j'étais petite et que j'adorais vraiment, je considérais comme un vrai bébé. Je l'adorais, cette Lilou. Et le prénom Lilou, je l'ai toujours trouvé très doux, très mignon, très joli. Et Sallington, c'est tout simplement un mélange entre Sally et Scullington. Sallington, de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Que c'est un film qui m'a forgée, qui m'a construite. Et du coup, je trouvais ça bien de mélanger un peu la douceur de mon enfance avec mon côté plus dark de mon enfance aussi. Mais aujourd'hui, je veux utiliser mon vrai prénom Anaïs, déjà parce que ma chaîne YouTube s'appelle Anaïs Imagine, que mon chaîne Insta s'appelle Anaïs Imagine. Et donc j'ai envie d'utiliser mon prénom Anaïs parce qu'en plus c'est moi et je le trouve assez joli et il n'y a aucune raison que je le mette pas. Et pour mon nom de famille de plume, j'ai pensé à Edwards, j'en suis pas encore sûre. Edwards parce que Twilight Edward et que Edward c'est un nom qui revient beaucoup. Un de mes films préférés presque toute ma vie, ça a été Edward aux mains d'argent. Donc Edward encore une fois. Et je trouve que c'est joli, ça a un côté d'époque que j'aime beaucoup. Et Anaïs Edwards, je trouve que ça sonne bien. Mais voilà, j'en suis pas encore sûre à 100%. Question 15.
Avengers Assemble. Tag d'autres auteurs pour faire ce tag. Alors ce tag est tellement vieux que personne ne voudra le faire, ou alors tout le monde l'a déjà fait. Donc tous ceux qui veulent faire ce tag et qui sont tombés sur cette vidéo, n'hésitez pas, je vais mettre les questions en barre d'infos pour que vous puissiez les reprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai tourné dehors aujourd'hui, il y a de la neige, il fait pas trop froid, il neige de temps en temps et là il y a du soleil un peu. Donc c'était super cool et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye! If they are too hard to bear.